Record progress. Oui, oui. Oui. Bonjour, ravi que vous soyez là aujourd'hui pour ce meeting énergie que nous co-organisons avec le Crésit. Vas-y. Bonjour à tous, bienvenue au labo ici à Orléans. Donc nous, on est le Crésit Industrie spécialisé en électronique. On est basé au rez-de-chaussée, donc pour ceux que ça intéresse, on pourra faire une petite visite après cette matinée, sachant que nous, l'après-midi, on organise une table ronde sur les systèmes d'alimentation et puis sur la recharge sans fil. Voilà, je laisse la parole à Frédéric. Donc, merci Elisabeth. Donc le meeting énergie, pourquoi on fait ce meeting énergie? Parce que en fait, il fait suite à un rendez-vous qu'on a fait le 14 décembre dernier à Tours, qui s'appelait le rendez-vous énergie. Et dans ce cadre-là, ce rendez-vous-là traitait des opportunités, des enjeux et des défis de la transition énergétique. Donc ça a regroupé à peu près 80 personnes. C'est extrêmement bien passé. Puis on voulait une suite. Et cette suite, c'est meeting énergie, donc celui-ci. Et le meeting énergie, aujourd'hui, c'est plutôt pour plus sur la stratégie régionale d'innovation, des retours d'expérience, les solutionneurs, donc des pistes de solutionneurs, mais aussi des ateliers techniques qui seront présentés cet après-midi par le Crésit. Donc tout ça en lien avec la transition énergétique. Et du coup, ces deux événements faisaient un tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes regroupés aujourd'hui. Donc nous allons commencer avec Monsieur Brossard, qui est là, normalement. Je l'ai vu. Ah, il est là. Je vous ai vu, je savais qu'il en masqué. Donc, Monsieur Brossard, n'hésitez pas à venir. Il y a la petite zapette. Vous avez tiré avec le micro. Je vais essayer d'être comme ça va être plus confortable pour moi. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Philippe Brossard, donc je suis le directeur de l'économie à la région. Merci aux organisateurs, SDE2, le Crésit, de nous donner l'occasion d'évoquer un petit peu, alors de manière assez ramassée, mais ce que fait la région sur cette thématique-là. Donc, je le répète toujours, mais même si c'est évident pour nous, la région, c'est la compétence développement économique, c'est les aides directes aux entreprises. Et puis, effectivement, on a un certain nombre de priorités sur lesquelles on essaie d'accompagner les entreprises financièrement. Donc, c'est plutôt un chapeau général. Ça va permettre peut-être de faire le lien ensuite dans le déroulé de votre séquence entre potentiellement vos projets et après les leviers financiers qui peuvent être mobilisés, même si évidemment, je le dis aussi souvent, la région, ce n'est pas uniquement forcément des coups de pouce financiers, c'est aussi évidemment une expertise, une ingénierie qu'on peut mobiliser sur le territoire. Ah, c'est vers le haut, la petite flèche en haut, à gauche. Voilà. Alors, juste un petit rappel donc par rapport au sujet d'aujourd'hui sur les questions énergétiques. La volonté des élus de la région, c'est d'avoir considéré qu'effectivement, il y avait un certain nombre de mutations extrêmement importantes qu'on allait d'une façon ou d'une autre finalement devoir intégrer. Et que des entreprises, quelle que soit leur taille, finalement, avaient un enjeu à devoir les mettre en œuvre, donc notamment les transitions écologiques et énergétiques. Donc, on a approuvé une nouvelle stratégie régionale qui va être un petit peu notre feuille de route jusqu'à 2030. Et donc, c'est ce document de cadre sur lequel on se base pour demain pouvoir accorder des aides publiques à des entreprises. Alors là, je vais évoquer finalement les trois facettes de l'action de la région de manière assez macro. Il y a beaucoup de slides, mais finalement, certaines sont plutôt des documents support, ça reste en mémo pour vous. Je n'ai pas vocation forcément à développer l'ensemble de ces sujets, mais simplement vous ayez une vision d'ensemble un petit peu de l'architecture sur laquelle s'appuie la région pour vous accompagner. Le premier élément d'intervention pour nous, c'est les conventions, les contrats d'appui au projet. C'est-à-dire que dès qu'on veut accompagner un projet d'entreprise, on lui propose un contrat finalement qui permet de définir dans quelles conditions on peut le financer. Donc, on a revu complètement nos outils d'intervention, nos contrats. C'est ça que je vais vous parler. Deuxième sujet que vous connaissez bien, et je me souviens de mon collègue des services de l'adresse, c'est évidemment le France 2030. Où là, la région, avec l'État, finance aussi des sujets qui peuvent être liés évidemment avec les enjeux énergétiques.
Et puis, il y a un troisième projet sur lequel on travaille. On a mis en place un accélérateur sur les transitions énergétiques, donc qui permet, mais je rentrerai dans le détail aussi, d'accompagner plus rapidement, c'est un peu le principe, certaines entreprises qui le souhaitent sur ces défis énergétiques. Alors, donc ça, c'est un petit peu le cadre de mon intervention. Redire qu'effectivement, on a une vision à 360 des enjeux de l'entreprise. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse au travers de vos projets, c'est de savoir sur quel finalement plan vous vous situez. Est-ce que si on est sur des logiques un peu de relocalisation? Aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important pour nous de pouvoir fixer et maintenir de l'activité économique sur tout notre territoire régional. Les questions aussi qui sont liées à la diversification, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les gains de croissance sont aussi en partie liés à des capacités de renouvellement un petit peu des produits ou des offres de services. Les questions de reprise, de création de reprise, qui sont dans notre région comme dans d'autres un point majeur du fait de la démographie des chefs d'entreprise et donc de cette question qu'on veut partager sur le fait qu'on doit mettre en place avec vous les solutions qui sont les plus appropriées pour faciliter notamment la reprise d'entreprise. L'innovation, je vais rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'évidemment, c'est en partie le fil rouge de cette matinée. Et puis, les questions capacitaires, hein, qui sont évidemment les questions toujours de base lorsqu'il s'agit de renouveler du matériel et de préférence avoir du matériel qui soit moins consommateur d'énergie. Bon, le schéma, ça c'était juste un plan pour expliquer que aujourd'hui, voilà, le CNA2I, c'est grosso modo 5 piliers, que sur chacun de ces piliers, on a un outil d'intervention. Alors, vous voyez que donc on a un sujet qui touche principalement les questions de compétences dans les entreprises, c'est l'axe 1. On a un pilier là sur lequel on travaille plus aujourd'hui avec vous sur les questions de transition écologique et énergétique, c'est l'axe 2. On a un sujet sur l'innovation, le numérique, la relocalisation dans les PME-PMI. On a les questions aussi d'économie de proximité, donc plutôt le champ du commerce et de l'artisanat. Et puis, on a les partenariats avec les EPCI, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les communautés de communes et les agglos, les métropoles interviennent aussi, notamment sur le foncier, l'immobilier. Vous en savez peut-être quelque chose en matière d'économie. Pour mettre en place cette politique-là, on a donc ces outils financiers. On a aussi deux autres leviers importants. C'est une société d'amorçage, Centre-Val de Loire Amorçage, donc, qui permet d'apporter des fonds dans les entreprises en fort développement en matière de capital. C'est une structure qu'on a créée il y a 1 an et demi. Et puis, on a aussi l'Agence de développement économique, DEVEP, que certains connaissent déjà, qui est notre opérateur sur l'accompagnement des entreprises. La transition écologique et énergétique, finalement, on la retrouve de manière assez transversale, c'est-à-dire aussi bien sur des entreprises de proximité que sur des sujets qui relèvent des PME ou des PMI. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que souvent, c'est les conditions d'accompagnement de l'entreprise qui peuvent modifier en fonction du statut ou de la taille de l'entreprise, et que donc, on peut soit apporter des subventions sur des tickets qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros, soit des systèmes d'avance remboursables. Voilà, donc c'est à la limite ce qu'il faut retenir un petit peu sur nos capacités. Donc, les 4 dispositifs dont je vous parlais, pour le coup, économie de proximité, PME, PMI. Donc là, on est vraiment sur des cibles en fonction de la taille de l'entreprise, on va jusqu'à l'ETI. Et puis, on a effectivement les questions de transition écologique, où là, on peut prendre n'importe quel type et taille d'entreprise qui a un projet de développement sur ce sujet. C'est ce qu'on va, je vais un petit peu rentrer dans le détail. L'économie de proximité, ce qui est important aujourd'hui à expliquer, c'est que les transitions numériques, les transitions écologiques, les questions de développement, souvent nécessitent aujourd'hui un peu de travail en amont d'ingénierie. Donc, ce qu'on a proposé, c'est déjà de pouvoir financer et subventionner les diagnostics que vous souhaiteriez faire dans vos entreprises. C'est un élément d'aide à la décision qui est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, vous pouvez à la fois venir nous demander un soutien pour être quelque part accompagné sur un audit
énergétique sur votre entreprise. Et ensuite, regardez avec nous les investissements matériels qui seraient la confirmation des choix et des options que vous devriez prendre pour être plus vertueux en matière de transition énergétique. Sur les PME-PMI, ce qui va changer, c'est qu'on va aussi avoir des sujets d'innovation et de recherche-développement. Et là aussi, donc, avec des taux d'intervention qui peuvent être évidemment plus significatifs. Ce qui est important de voir sur ces questions-là, c'est qu'on a besoin de travailler avec vous, évidemment, sur la définition, là aussi, de votre projet d'innovation, sa qualification, la nécessité ou non de mettre en place du prototypage. Donc, ce qui veut dire que ce que j'essaie de dire au travers de ce point-là, c'est que sur les PME-PMI, on a très souvent besoin aussi d'être avec vous et de venir dans vos entreprises directement, voir avec vous au cas par cas les projets que vous voulez développer. C'est difficile de pouvoir, de manière un peu générique, vous donner une réponse a priori sur les capacités d'accompagnement. Aujourd'hui, on a quand même énormément de demandes sur ces sujets-là et pour le moment, on a la capacité à répondre sur l'ensemble de ces besoins. Sur les volets de recherche-développement, je voulais aussi indiquer qu'évidemment, on peut aussi accompagner vos projets qui seraient en lien avec des laboratoires de recherche, donc toute la phase qui est en amont de l'installation d'une solution, je sais pas, d'une chaudière innovante, par exemple, comme on peut le voir aujourd'hui. Sur la partie innovation, ce que je voulais aussi indiquer, c'est que pour le coup, on peut aussi bien travailler avec vous sur un produit que aussi des notions de process ou service. Donc, ce que je veux dire, c'est quelque chose d'assez large. On ne va pas forcément se limiter uniquement à de l'acquisition matérielle. Alors, après, les montants peuvent être aussi assez relatifs en fonction de la taille de votre entreprise. Bon, il faut aussi indiquer que généralement, on peut cumuler les aides régionales avec soit des financements européens, soit éventuellement aussi des aides d'État. Donc, cette prospection un peu financière, c'est aussi un élément important à parler. Et donc, justement, en lien avec cet élément-là, on a un travail avec les services de l'État sur le France 2030 régionalisé. Et là, sur des projets évidemment d'une certaine taille, on peut donc accompagner vos entreprises dans le développement technologique lié à un changement énergétique. Et la nouveauté depuis cette année, c'est qu'on a à disposition une plateforme technique avec des experts qui peuvent aussi vous accompagner dans le montage de dossiers de candidature, que ce soit pour un projet régional, que ce soit pour un projet national. On sait très bien que dans certains cas, l'entreprise n'a pas forcément ni les moyens en interne, ni le temps pour rentrer dans ces appels à projets. C'est une compétition, c'est les meilleurs projets qui sont retenus. Donc la région, avec l'État, a souhaité là aussi mettre à disposition des outils d'ingénierie, en fait, voilà, un bureau d'études qui peut vous accompagner dans la constitution de ce dossier. Donc, on a parlé du cap proximité, on a parlé du cap PME-PMI, on a aussi un outil spécifique donc, sur les transitions énergétiques, là pour des projets plutôt qui sont déjà marketés, donc il s'agit juste uniquement de passer à la réalisation. Donc c'est des tickets de plus petite taille, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas cumuler un cap PME, PMI, proxy avec un cap transition. Donc, à un moment donné, c'est à nous de voir avec vous quelle va être la solution la plus adaptée par rapport à la maturité de votre dossier. Là, ce que j'essaie de montrer, c'est simplement en vous donnant, je suis désolé, une présentation un peu catalogue, mais vous expliquer qu'à toutes les étapes, finalement, de l'investissement de l'entreprise sur les questions énergétiques, on peut avoir des solutions à vous proposer et que plutôt c'est par rapport à un travail en B2B qu'on est en mesure de vous donner quelque part la solution qui va être la plus adaptée à vos besoins et aussi nous à nos capacités d'engagement.
Le dernier outil à notre disposition, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous, je n'ai pas eu le temps de regarder, vérifier, en bénéficient. On soutient aujourd'hui des promos de chefs d'entreprise qui travaillent de manière collective sous un format d'accélérateur. Et dans ce cadre-là, vous bénéficiez pendant 1 an et demi d'un accompagnement technique, d'un coaching qui vous permet, sur les sujets de la transition énergétique, d'avoir du conseil, de l'expertise, d'échanges de pair à pair, et donc vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le développement de votre projet. Ce sont des promos limités, 15 à 20 chefs d'entreprise, entrepreneurs. C'est des promos finalement qui sont financés à la fois par la région, l'État, BPI France, à laquelle on associe l'ADEME et les fonds européens. En tout cas, moi j'invite ceux qui ont un projet de maturité suffisamment important et fort à s'intéresser à cette idée de pouvoir avoir cette formation spécifique, parce que c'est vraiment un complément des aides, j'allais dire, du quotidien sur nos projets. Donc, les contrats d'appui au projet, le France 2030 avec l'État et l'accélérateur, grosso modo, c'est le panorama des leviers sur lesquels vous pouvez venir nous chercher. Alors ensuite, comment ça marche? Alors là aussi, on a vraiment extrêmement décomposé les choses, mais moi, le message que je voudrais passer, c'est que le travail qui est important à faire avec vous, c'est en amont du dépôt d'un dossier. Très souvent, on est sollicité beaucoup trop tard. Vous êtes déjà pratiquement assigné des devis. On a besoin absolument de vous voir le plus en amont possible sur la définition de votre projet et justement pour être capable de voir avec nos partenaires. Ici, on a listé toute une série. Comment on peut le mieux possible financer votre opération. Donc, cette phase un petit peu de préparation, d'anticipation du projet, c'est souvent ça qui prend plusieurs mois et qui fait qu'on a besoin de se caler avec vous sur ce qui est possible réglementairement, ce qui ne l'est pas, ce qui relève plutôt de l'investissement privé, ce sur quoi on peut vous aider. Et à partir du moment où on est tombé d'accord sur le projet, il y a le tour de table financier qui est fait, et puis ensuite donc l'instruction au niveau de la région de la demande. Et là, on essaie, dans un délai de 3 à 4 mois, de vous donner une réponse sur le financement. Donc, c'est un timing qui est vraiment important parce que, évidemment, c'est de l'argent public. On a besoin de... Pardon. On a besoin de présenter les demandes de subvention aux élus du conseil régional. Donc, il y a un certain formalisme et on vous demande surtout souvent de ne pas commencer votre opération avant d'avoir eu notre accord. Donc, comment fait-on après de manière très formelle? Ça, je vous l'ai remis, j'y reviendrai après. On a des antennes. Moi, j'ai des agents qui sont en charge de développement économique et qui traitent aussi ces sujets avec vous dans l'ensemble des départements. Donc, le point de contact qui me semble être le plus proche, en tout cas de vous, c'est les personnes que j'ai listées ici, soit sur les questions en fonction de la taille de votre entreprise, de projets de proximité ou des projets de PME, PMI. Ils sont à votre disposition, vous prenez contact avec eux, vous leur évoquez le projet, éventuellement vous leur proposez de venir dans votre entreprise et on commence avec eux à définir le contour de ce que pourrait être le soutien de la région sur votre projet énergétique. Et ensuite, je reviens en arrière, là vous avez l'organisation à Orléans. Ce que je voulais indiquer, vous retrouvez donc la colonne de droite, les chargés de mission dans les maisons de région, et puis après nous avons des référents experts, c'est la flèche jaune sur la gauche, qui plus spécifiquement viennent compléter l'analyse qu'on peut avoir de votre investissement. Donc, avec l'ensemble de ces personnels, on doit être en mesure de couvrir 100% de vos besoins en matière d'accompagnement de vos projets de développement. Voilà ce que je voulais présenter ce matin comme cadre général. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, si c'est suffisamment clair pour vous. Est-ce que certains parmi vous ont déjà eu des dossiers de demande de subvention avec la région ?
pour des besoins En cours. Sur le création, ouais. D'accord. Alors, est-ce que c'est à peu près conforme à ce que j'ai expliqué là? Ça va? Oui, oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'accélérateur. Oui. Il est physique ou c'est un réseau? Non, non, c'est physique. C'est un outil extrêmement complet. Vous avez des sessions, des séquences de formation de 24 et 48 heures sur un lieu dédié avec des intervenants, des experts dans les sujets spécifiques à la thématique de l'accélérateur, puisqu'on a des accélérateurs sur plusieurs sujets différents. Et il y a aussi ensuite un club avec des, euh, des activités de mode réseau. La vraie valeur ajoutée qu'on trouve sur l'accélérateur, au-delà de fait que, bah, évidemment, c'est un travail de vraiment au cas par cas, puisqu'on a des petites promotions de 15 à 20 chefs d'entreprise. Donc, il y a vraiment un vrai accompagnement de proximité. On mobilise les meilleurs experts qu'on peut avoir, même en France, qui viennent travailler avec les chefs d'entreprise. Et en plus, il y a l'effet de relation de pair à pair qui est aussi très facilitant. Ça fonctionne à partir de deux conditions. La première, il faut vraiment que ce soit le dirigeant de l'entreprise qui vienne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un investissement assez fort. Alors, il y a les réunions à Orléans, il peut y en avoir il y a aussi, par exemple, des réunions sur site. Certains des accélérés ouvrent leur entreprise, donc il peut y avoir aussi des visites d'entreprise. Donc, c'est vraiment important parce que si un jour c'est la RH qui vient, un jour c'est le directeur financier, le troisième jour c'est le dirigeant, je crois que ça sera très difficile pour l'entreprise de pouvoir complètement intégrer finalement la conduite du changement que l'entrepreneur veut avoir. Donc, c'est des délais assez longs. On travaille vraiment sur le fond. Il y a ensuite un suivi de ces promotions. On est rendu, alors celle-ci, c'est la première, elle est unique en France. C'est BPI nous l'a montée spécialement pour nous. Il y a déjà certaines régions qui demandent à avoir des informations pour certainement pouvoir reproduire ce modèle-là. Et là, vous focalisez donc spécifiquement sur ces questions énergétiques. Et vous allez vraiment, pour le coup, l'objectif est vraiment que vous ayez en capacité de monter en compétence très vite sur ces sujets-là et de passer très vite ensuite à une transformation dans votre système de production. Ça s'adresse que aux industriels? Alors oui, il y a une taille d'entreprise qui est faite une certaine taille critique. Je crois que pour cet accélérateur-là, le ticket d'entrée, mais je ne peux pas trouver, je crois que c'est minimum 2 millions d'euros, entre 2 millions et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est des cohortes. L'objectif pour nous, Région, c'est de pouvoir reconduire tous les 18 mois une nouvelle promotion, tant qu'on aura des besoins ou des attentes des chefs d'entreprise. On met on a beaucoup d'ambition dans ce dispositif-là, mais évidemment, les résultats dépendront forcément de la capacité des entreprises après à pouvoir le mettre en œuvre dans leur sur leur site de production. Et du coup, c'est que les entreprises de 20%. Oui. Ce n'est pas les pensionnés. Écoutez, moi, je vous invite à vous installer en région centre. Non, mais moi, je suis conseil. Hein. Je peux être prescripteur, c'est ça que je... Alors, pour effectivement, pour des entreprises, il faut un minimum avoir une activité économique sur la région. Moi, j'imagine que BPI très vite va pouvoir proposer en Île-de-France la même solution. Pour le moment, on est un petit peu en avance et c'est très bien pour nous. Et premiers résultats, donc mi-2025. La première promo aura été validée. Alors, généralement, on fait un appel à candidature. Et puis, avec nos partenaires, notamment BPI, on regarde, j'allais dire, on source les entreprises qui nous semblent correspondent à ces besoins ou qui ont des attentes sur ce besoin.
Donc là, évidemment, c'est la partie peut-être qui est la plus sur le travail finalement, sur les compétences et la compétitivité de l'entreprise. Sur les autres sujets, évidemment, on est soit sur de la R&D, soit sur du renouvellement de matériel capacitaire pour vous aider à avancer dans vos transformations. Alors après, sur les questions énergétiques, mais je pense que c'est un sujet que vous allez aborder plus loin. Après, nous, aujourd'hui, vous savez qu'on appuie fortement, évidemment, les énergies vertes, le bas carbone, la filière hydrogène. Ce sont des sujets sur lesquels on veut aussi accompagner les entreprises, mais évidemment, chaque énergie est adaptée à un mode de production et aussi liée à le secteur géographique où se situe, puisque la ressource n'est pas forcément accessible partout de la même façon. Merci, Monsieur Brossard. Faut savoir que la présentation qui a été faite vous sera partagée à l'ensemble des personnes, comme ça vous aurez les contacts. Donc voilà. Et merci Brossard, Monsieur Brossard, pardon, d'avoir été là malgré la maladie. Je vais appeler Monsieur Durand d'Orléans Énergie. Bonjour à tous, Robin Durand, adjoint au directeur général de la nouvelle SPL, Société publique locale Orléans Énergie. Je vais vous présenter un peu en témoignage la politique énergétique de la métropole et les actions qu'on a menées ces dernières années et celles qu'on va mener à l'avenir. Notre action s'inscrit dans l'objectif voté par les élus d'Orléans Métropole, qui est de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique d'ici 2030, en doublant notamment la capacité de production d'énergie renouvelable. Pour mettre en place cette feuille de route, Orléans Métropole et la ville d'Orléans ont créé cette société publique locale, comme la région s'est dotée d'outils un peu équivalents. Nous sommes une structure toute neuve qui intervient depuis janvier de cette année. On intervient sur le solaire photovoltaïque assez massivement pour commencer, sur la géothermie, beaucoup et historiquement sur le bois énergie et la biomasse, sur le développement de la méthanisation sur notre territoire et sur la récupération de chaleur fatale, qui est une priorité pour nous, puisque la priorité consiste à remplacer le gaz et le fioul consommés aujourd'hui par de l'énergie existante, non valorisée. Ensuite, d'aller chercher des énergies renouvelables pour continuer de substituer du gaz et du fioul. C'est un peu notre logique et priorité. La SPL pilote aussi les réseaux existants, je vais vous les présenter après. Les concessions Enedis, GRDF, les 3 réseaux de réchauffage urbain. Et puis, on a aussi une action en lien en partenariat avec la région et l'ADEME, l'animation territoriale, à travers un contrat d'objectif territorial, pour développer les énergies renouvelables sur les copropriétés, les entreprises, tous les acteurs. Un premier volet sur l'énergie solaire. Nous avons engagé un premier plan de solarisation qui est en cours de déploiement avec 21 sites de la ville d'Orléans et de la métropole sur des solarisations de bâtiments et de parkings. Pour citer les principaux, si vous connaissez le parking du Chapiteau, le parking de la place du marché de la Source, différents bâtiments. Ça, c'est notre premier plan qu'on est en train de déployer et on travaille sur un deuxième plan de solarisation. On a 2 chefs de projet qui ont été formés aux études de faisabilité solaire pour s'équiper des outils adaptés. On est déjà à plus de 200 études et on est en train de déployer, de préparer le déploiement de ce second plan de solarisation. Sur les réseaux de chaleur, donc il existe 3 réseaux de chaleur sur la métropole, qui sont tous passés historiquement du charbon fin des années 45 au fioul lourd après dans les années 80, 70, 80, au gaz et maintenant au bois énergie.
On voit ici le réseau SODC Orléans Centre, qui a déjà atteint son maximum. On est à 85% d'énergie distribuée qui est produite à partir de bois. La Source et Fleury-les-Aubrais qui sont un peu en retard, on a déjà dépassé les 50%, et on est entre 50 et 60% de bois. Aujourd'hui, on alimente près de 30 000 logements en équivalent de consommation énergétique. Et on produit de l'électricité sur Orléans Centre et La Source à partir de bois. On produit l'équivalent de 20% de l'ensemble des consommations de la ville d'Orléans. Toute consommation confondue. Cette transition, pour illustrer du gaz au bois, ça a permis en quelques années, entre 2013 et 2015, de créer de nouvelles filières avec 120 emplois dans les forêts locales, au-delà des intérêts transition et émissions. Ce sont des réseaux très dynamiques, et pour illustrer, 26 nouveaux bâtiments ont été raccordés l'an dernier, avec quasiment 7 km de nouveaux réseaux déployés pour irriguer tout le centre de la ville de Saint-Jean-la-Ruelle pour aller jusqu'à la ville d'Olivet. Nos projets sur les réseaux de chaleur, sur le réseau d'Orléans Centre, on estime qu'on est déjà pas mal à 85% d'énergie renouvelable. Sur le réseau de Fleury-les-Aubrais, Soflec, notre objectif, c'est de passer de 50% d'énergie renouvelable à plus de 80%. Là, on vient de signer de nouveau contrat avec la société Dalkia. On va le faire l'an prochain et ça va passer notamment par de l'innovation technique avec des systèmes ou des dispositifs d'hydroaccumulation. C'est-à-dire qu'on a des chaudières bois qui ne couvrent pas tous nos besoins. On va les faire tourner en heure creuse, la nuit, en journée, pour stocker l'énergie bois et la relarguer lors des besoins, les pics d'appel de puissance, au lieu d'appeler les installations gaz. C'est une installation qui paraît assez simple. On est sur des stockages de plus de 300 mètres cubes, sauf que derrière, il y a tout un pilotage, une gestion prédictive des appels de puissance. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais il y a vraiment une innovation derrière qu'on ne voit pas forcément. Sur le réseau d'Orléans-La Source, on est aussi sur l'innovation pour passer au-delà des 80% d'énergie renouvelable, là aussi sur un déploiement 2025. On va basculer tout le réseau qui est historiquement à 170 degrés haute température sur un régime basse température, ce qui va nous permettre de récupérer beaucoup plus d'énergie sur les chaufferies bois, et notamment dans les fumées, dans les circuits internes de vapeur avec de l'absorption. Donc là aussi des technologies très, très nouvelles, mais très intéressantes. Sur La Source et Fleury, c'est un investissement de 60 millions d'euros pour une idée sur les 2 prochaines années. Au-delà de ça, on a un projet sur La Chapelle-Saint-Dément, sur l'entreprise Duralex. Donc on lance l'étude de valorisation énergétique de toute la chaleur fatale qui est générée par le site, pour valorisation sur un réseau de chaleur. Là aussi, la chaleur fatale est un peu complexe à récupérer. On a une dizaine de points sur lesquels on va venir collecter l'énergie, avec à chaque fois de la réflexion, de l'innovation pour ça. Le plus gros projet, je le présenterai après, c'est la création d'un réseau de chaleur et de froid, qui est engagé formellement par le vote de nos élus le mois dernier. Un réseau de chaleur et de froid pour valoriser l'énergie d'incinération des déchets et irriguer toute la zone économique du pôle 45 et les villes d'Orme et Saran. Un zoom sur un projet particulier qui a demandé aussi de l'innovation pour nous, puisque c'est un projet qu'on a essayé d'engager entre 2018 et 2020. On n'a pas réussi à l'époque parce on s'est rendu compte qu'on butait sur les technologies disponibles. Aujourd'hui, les technologies sont un peu avancées, on a pu les récupérer et on a mené ce projet et on l'a mis en service opérationnel en début d'année, en janvier. L'objectif, c'est de travailler sur la station d'épuration d'Orléans-La Source, qui est tout en bas, qui draine 2 communes, de profiter du fait qu'on est sur un réseau séparatif, donc des eaux usées assez chaudes, on récupère les eaux des douches, on récupère les eaux industrielles, de
capter de l'énergie dans cette station d'épuration et d'aller chauffer une vingtaine d'immeubles, l'université, plusieurs bâtiments. On voit ici un petit peu le schéma du projet. On partait tout en haut à gauche du réseau historique très haute température, donc il a fallu abaisser en température pour aller faire ce projet. Sur la station d'épuration, nous récupérons l'énergie et nous avons créé un peu plus de 5 km de canalisation pour chauffer, pour connecter la station d'épuration aux consommateurs d'énergie. Quelques vues et les sujets justement sur lesquels il a fallu travailler et innover. Le premier, c'était sur la captation de l'eau dans la station d'épuration. On est comme sur une géothermie, mais beaucoup plus complexe parce que l'eau n'est pas limpide, est très chargée, et puis on a des algues, on a tout ce qu'on peut trouver. Donc des pompes capables de gérer ces flux-là. J'ai plus la slide. Un échangeur aussi capable d'accepter ces eaux-là pour faire le lien entre le réseau et le réseau, et une pompe à chaleur aussi haute performance, c'est ça qui nous avait bloqué là, un premier temps. Une pompe à chaleur capable de convertir les 13 degrés qu'on prend dans la station d'épuration en plus de 70 degrés sur le réseau de chaleur. Et tout ça dans une économie intéressante, pour proposer une énergie moins chère que le gaz ou les énergies qu'on peut proposer avec une pompe à chaleur, par exemple. Donc ça, c'est opérationnel, ça fonctionne parfaitement. Dès qu'on est autour de 5-6 degrés extérieurs, on est en autonomie sur une vingtaine de bâtiments. Dès qu'on est un peu plus froid, on a notre réseau historique bois qui vient faire le complément. Et le dernier projet pour illustrer nos travaux en cours, c'est celui-là, c'est la valorisation d'énergie sur l'incinérateur. Là aussi, une grosse partie innovation sur comment récupérer l'énergie d'incinérateur sans dégrader sa production électrique, c'est-à-dire à tous les postes possibles, dans les fumées, dans les circuits de rejet de turbine à différents niveaux, et comment produire du froid à partir de cette chaleur. Donc, tout ça, on vient de passer les études et on lance la consultation ce mois-là. Ce qui va faire qu'on aura 4 tubes qui vont partir de l'incinérateur, un réseau de chaud et un réseau de froid, qui vont irriguer l'ensemble de l'activité économique, mais aussi tout le cœur de Saran, si vous connaissez jusqu'au pôle Aureliance, centre pénitentiaire. Et l'objectif de proposer du froid, c'était ce que j'ai indiqué ici, c'est d'adresser le nouveau besoin de froid qui vient avec le changement climatique. Aujourd'hui, on a une grosse activité logistique. Et l'incapacité pour ces logisticiens de stocker les produits fabriqués localement. Tout ce qui est pharmacie, cosmétique, produits un peu de luxe aussi, parce qu'on a une activité avec LVMH. Et aujourd'hui, il faut des entrepôts régulés à 15-25 degrés. Et notre nouveau service va permettre aux logisticiens de se rafraîchir et puis de stocker les produits fabriqués localement. Donc, dans un cercle vertueux. Au niveau décarbonation, c'est un projet majeur. On est sur l'effacement des consommations énergétiques pour donner une idée des consommations de 9000 logements pour leurs besoins en chauffage. C'est un projet sur Orbe et Ingré, c'est plus que le nombre de foyers sur Orbe et Ingré qu'on va décarboner d'un coup. Et puis l'objectif aussi, c'est de conforter l'activité économique qui a eu du mal à passer le cap de l'énergie chère en leur proposant une énergie à tarif très attractif, à tarif fixe sur une trentaine d'années pour leur compétitivité et répondre aux enjeux de décarbonation aussi. Voilà, pour le tour d'horizon de nos actions, sachant qu'on est peu frileux sur l'innovation et on est très preneur de vos idées, de vos propositions, pour voir si ce sont des projets qu'on peut mettre en place sur le territoire. Une question. La technologie froid, vous avez L'absorption. Ouais. On prend de la vapeur à 180 degrés
et on fait avec ça tourner une boucle 4 degrés sur la vie. Merci, Monsieur Durand. Bien sûr, vous aurez l'occasion d'échanger à l'occasion du déjeuner. Voilà. Maintenant, on va passer à Monsieur Lacombe d'EDF qui vient présenter l'action de l'AVER. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de présenter l'association AVER qui effectivement s'inscrit bien dans le périmètre de cette matinée puisqu'en fait l'AVER c'est la promotion de la mobilité électrique et donc on touche un certain nombre de leviers d'action du pôle SDE2. Alors, qu'est-ce que l'AVER? Je vais être à mon intervention, je prends 5 minutes. Qu'est-ce que l'AVER? L'AVER, c'est une association nationale créée il y a quasiment 50 ans pour la promotion de la mobilité électrique. Donc, c'est un sujet qui est dans un certain nombre de têtes depuis longtemps. Alors, vous avez différentes strates dans l'AVER. Vous avez toute la partie association nationale, donc créée il y a à peu près une cinquantaine d'années, avec 270 adhérents. Dans les adhérents, ce sont soit des entreprises, soit des organismes associatifs, des constructeurs, des opérateurs de mobilité, des collectivités territoriales, des syndicats d'énergie, banques, assurances, donc un certain nombre de gros acteurs. Et puis, de façon plus récente au niveau régional, il y a 4 ans, l'association régionale de l'AVER a été créée avec un bureau constitué d'un certain nombre de personnes impliquées dans le domaine de l'énergie, que ce soit Total Énergie, le SDE 18, l'ADEME, bien sûr le conseil régional, la CCI Région, et puis évidemment le pôle SDE2. Annick Julia, directrice générale du pôle SDE2, est au bureau de l'AVER. Alors, quelles sont les missions de l'AVER? Alors, la mission de l'AVER, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de promouvoir la mobilité électrique auprès des différents publics. Quand je dis les différents publics, ça peut être que ce soit les particuliers, c'est les entreprises, c'est également les promoteurs, voilà, c'est tous les acteurs économiques qui peuvent être intéressés par la mobilité électrique. Ensuite, c'est d'informer les parties prenantes et les utilisateurs sur les bienfaits de la mobilité électrique. Et puis également, c'est d'assurer la représentativité de la diversité des acteurs de la mobilité électrique, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont différents dans la mobilité électrique. Et puis, c'est de les fédérer, en fait, de les aider à se rencontrer et à s'organiser. Un des grands vecteurs de fonctionnement, enfin de promotion de la mobilité électrique, c'est sans doute un nom que vous avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle le programme Advenir. Advenir qui s'est constitué dans le cadre des C2E du ministère de la Transition écologique et en partenariat avec l'ADEME, avec deux volets dans le programme Advenir. Vous avez la partie Advenir infrastructure qui vient en soutien financier pour toute la partie installation de bornes électriques. Quand des promoteurs ont des projets, il peut y avoir des aides qui leur sont proposées par l'AVER pour installer des bornes électriques par exemple dans des immeubles. Il faut avoir en tête que l'AVER est intervenu sur à peu près 45 000 stations de recharge électrique jusqu'à fin 2023, ce qui est considérable. Et puis le deuxième volet de ce programme Advenir, c'est Advenir Formation, où là, l'AVER intervient au titre de la sensibilisation et de la formation à la mobilité électrique. Et pour terminer, je vais terminer sur les enjeux de la mobilité électrique. Alors, tout à l'heure, M. Dunant a parlé des émissions énergétiques de GES, et effectivement, le domaine du transport regroupe à peu près 50%. Nos calculs donnent 46, c'est pour ça que j'en dis à 50. 50% des émissions de GES au titre de l'énergie en région Centre-Val de Loire, ce qui est considérable. Et alors, les chiffres que je vous donne sont issus d'une étude que le Césaire de la région Centre-Val de Loire menait avec un certain nombre de chercheurs d'EDF il y a 2 ans maintenant. Et on s'est aperçu que de ces 6 millions de tonnes, parce que parlons de chiffres, 6 millions de tonnes équivalent CO2 émises chaque année dans la région sur le transport, on pouvait diminuer de façon considérable ces émissions
avec un certain nombre de leviers actuellement disponibles. Je ne parle pas de choses qu'on peut imaginer les prochaines années, et ça qui ne seront que du bonus, bien sûr, mais des leviers actuellement disponibles, en particulier la mobilité électrique. Voilà. Donc, la mobilité électrique est vraiment un incontournable pour décarboner en profondeur le transport. Pour ceux que ça intéresse, cette étude, j'ai fait une petite synthèse de cette étude. Alors, il y a deux versions. Il y a la version 600 pages pour ceux qui ont des nuits courtes. Et puis, il y a la version light en 12 pages en comptant les deux couvertures, où effectivement, on a fait une étude de toutes les émissions énergétiques de la région, et vous retrouvez les grands pavés et également les leviers que l'on propose pour réduire nos émissions de GES. Pour terminer cette étude, sur la base des chiffres 2017, parce que c'est les chiffres les plus complets qu'on avait pour la région, on a calculé donc 12 millions de tonnes d'émissions de GES énergétiques dans la région. Et nous, on propose, avec des leviers simples et acceptables par tous, de passer à 2, ce qui est considérable. Et pour terminer sur un petit exemple d'application, sachez que l'AVER régional, j'ai organisé moi personnellement la prise en charge par l'AVER régional d'un rallye électrique il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des promos, il y a des amoureux des rallyes automobiles. Mais dans le périmètre du rallye français, vous avez ce qu'on appelle le rallye Cœur de France, qui est à Vendôme, qui a eu lieu le week-end il y a 10 jours, voilà, 28-29 septembre. Et c'est un rallye qui existe depuis plus de 25 ans, avec en particulier un certain nombre de catégories. Et cette année, on a décidé, alors c'est un rallye qui se déroule sur 3 régions à la fois, puisque comme c'est autour de Vendôme, on est sur la région Centre-Val de Loire. Il y a une partie des routes qui sont sur la partie dans la Sarthe, donc sur la région Pays de Loire, et puis enfin, 2 régions et 3 départements. Et donc, on a créé des spéciales particulières pour les véhicules électriques. Il y avait une bonne douzaine de véhicules électriques il y a 10 jours. Ça a très bien marché, et l'idée, c'est l'AVER souhaite s'impliquer aussi dans ce genre de manifestation pour faire la promotion des véhicules électriques auprès des particuliers et puis des aficionados de ces sports-là. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à l'édition 2025, puisque maintenant le partenariat entre l'AVER et les rallyes français est parti pour plusieurs années. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions sur la mobilité électrique, des intérêts ou les axes stratégiques de l'AVER. Ben, nous échangerons au cours du déjeuner. Monsieur Lacombe. Nous allons passer du coup aux sessions pitch des douzaines d'intervenants. On va commencer avec le SDE 18 et Monsieur Lagautrière. Bonjour à tous. Alors, j'ai pour mission effectivement de dresser un petit peu dans ce premier pitch le contexte de la transition énergétique et de faire un petit focus plus particulier sur l'éclairage public, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, moi, je suis le directeur du SDE 18, syndicat départemental d'énergie du Cher. Il y en a un dans chaque département de la région, sauf le Loiret, où les missions sont prises en charge par le département du Cher directement. Et alors, quelles sont nos missions principales? On est le propriétaire des réseaux de distribution de l'énergie, donc électricité, gaz. Donc, quand vous voyez des interventions GRDF ou Enedis, ils le font en tant que concessionnaire, et nous sommes les concédants. Et nous faisons nous-mêmes des travaux sur un département du Cher, c'est à peu près 50 millions d'euros de travaux par an. Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics, nous avons la maîtrise de 500 bâtiments publics. Alors d'ailleurs, en même temps, j'en profite pour faire un appel à tous ceux qui auront des solutions à nous proposer, et ça dans tous les départements de la région, puisque bien sûr, on va avoir besoin de capteurs, superviseurs, etc. Gestion d'un parc d'éclairage public de 63 000 points lumineux, c'est un des plus importants de France. Pareil, des gros enjeux de supervision et de maintenance et de gestion à distance. Et nous gérons également le SIG départemental qui nous permet d'avoir un petit peu d'avance sur tout ce qui est numérique.
et pour développer justement des systèmes de supervision et hypervision. On investit également de plus en plus dans les énergies renouvelables. Donc, on a un projet de parc, par exemple, de 25 hectares à Bourges. Et pour cela, on a un outil qui s'appelle la SEM Enercentre Val-de-Loire, qui peut intervenir dans toute la région, également sur les terrains des entreprises photovoltaïques, ombrières, etc. Donc, n'hésitez pas à présenter vos solutions à l'ensemble des syndicats d'énergie de la région. Notre vision, c'est d'être l'acteur public majeur de la transition énergétique dans le département du Cher. Alors, pourquoi la transition énergétique, déjà? On va revenir aux enjeux. En 2024, on a vécu au niveau mondial l'été le plus chaud depuis 120 000 ans. Alors, il n'y avait pas encore de projection de bulletin météo il y a 120 000 ans, mais on arrive à le savoir grâce aux calottes glaciaires et au sondage des calottes glaciaires. L'année avant qui avait été la plus chaude au niveau mondial, c'était l'année 2023. Donc, vous voyez qu'on a une belle accélération. Et est-ce que cela était prévisible ou est-ce que c'est dû à la méchante pollution humaine et notamment aux Français qui seraient très polluants? En fait, c'était tout à fait prévisible pour deux raisons. On est dans un contexte, je vais revenir, d'un pic de chaleur mondial qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des cycles qui font à peu près justement 120 000 ans. Et c'est pour ça qu'on est à ce pic de chaleur. Et en plus, on a eu un mécanisme très particulier de El Niño qui se présentait sur les années 2023-2024, qui fait que tous les grands scientifiques, donc là vous avez le Met Office du Royaume-Uni par exemple, avaient prédit que 2023-2024 seraient les années les plus chaudes et surtout seraient sujettes aux événements climatiques les plus extrêmes. On le voit malheureusement en plein actuellement avec ce qui se passe notamment aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, vous voyez ces fameux cycles. Là, je reviens jusqu'à moins 800 000 ans. Moins 800 000 ans, et vous avez les cycles de refroidissement, réchauffement climatique, c'est la courbe en bleu, et les émissions de CO2 dans l'air, la courbe en rouge. Donc, vous voyez, on est dans un cycle normal, avec en ce moment une montée en chaleur, là, sur la fin. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Vous le constatez nettement, c'est les particules de CO2 dans l'air, la courbe rouge, où là, nous avons une explosion sur une centaine d'années. Nous sommes à 400, nous avons atteint les 400 ppm dans l'air. Ça, c'était pas arrivé avant très longtemps. Et surtout, si nous continuons à ce rythme, nous allons atteindre les 800 à 1000 ppm en 2150. Et ça n'était pas arrivé avant il y a 65 millions d'années. Sauf que nous, on va mettre 200 ans pour le faire. Et il y a 65 millions d'années, ils ont mis 10 000 ans pour y arriver. Ça veut dire quoi? C'est ce fameux effet de serre dont on parle. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, la situation est normale au niveau des températures. Par contre, la courbe du CO2 dans l'air, si on ne la corrige pas, on va arriver à quelque chose qu'on maîtrisera beaucoup moins, puisque on estime 4 à 6 degrés de plus à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire 65 millions d'années. Je vais vous remettre dans l'ambiance de l'époque. Voilà, Orléans, ambiance il y a 65 millions d'années, ramenée aujourd'hui. Bon, je vous rassure, normalement, les dinosaures ne devraient pas revenir. Bon, par contre, on a vu à l'époque, les dinosaures s'en sont pas bien sortis, donc nous, on ne sait pas si en 2150, on s'en sortira mieux que les dinosaures. Mais voilà, on aura autant de particules de CO2 dans l'air en 2150 qu'à 65 millions d'années si on garde notre rythme actuel de pollution de l'air. On peut se dire, bon, c'est loin, 2150, en réalité, à l'échelle de l'humanité, c'est très court. Sachant qu'en France, aujourd'hui, nous avons déjà 50 000 morts par an en moyenne dues à la pollution de l'air. Alors, quels effets au niveau du réchauffement climatique? Si on a plus 4 à 7% d'ici la fin plus 4 à 7 degrés à la fin du siècle,
c'est effectivement un pourtour méditerranéen qui se désertifie, qui se désertifie. La disparition des glaciers dans les Alpes, hein, c'est déjà bien entamé. La Sologne, qui ne sera plus une Sologne faite de chênes, telle qu'on la connaît, mais plutôt de pins parasols, avec des gros risques d'incendie l'été, beaucoup d'inondations hein, sur l'ouest, la façade ouest, avec des épisodes de pluie très importants et des épisodes de caniculaires qui pourraient remonter jusqu'au nord de la France, avec finalement une sorte de changement des saisons, plus les 4 saisons auxquelles on est habitué, mais plutôt une saison sèche et une saison des pluies. Alors, les Français doivent-ils plaider coupables pour tout cela? Je vais vous dire, pas vraiment. Nous avons notre part, mais elle est très faible. Si vous regardez le graphique de droite, hein, la colonne de droite, c'est ce qui a été envoyé dans l'air en termes de CO2 par les pays industrialisés ou en voie de développement, comme on les appelle encore, mais ils sont déjà bien développés. Vous verrez que effectivement la Chine a une part énorme de responsabilité. Hein, quand on me dit regardez le modèle chinois, ils ont beaucoup de véhicules électriques, c'est très propre. C'est des véhicules électriques faits avec du charbon et du gaz en énergie primaire, donc ça n'est absolument pas propre. Et donc, alors, on entend hein, parfois dire oui, mais ils ont le droit de se rattraper. Les industriels européens ont pollué et américains ont pollué dans les années 70. Pourquoi empêcher les autres de le faire? 1970, c'est le petit, quand même moins de la moitié hein, à gauche, là, le graphique de gauche, où là, la France apparaît. Ouais, c'est la dernière ligne, 0,47 milliards de tonnes, donc ce qui était extrêmement faible. Hein. On parle de aujourd'hui près de 14 milliards hein, pour la Chine. Donc, il y a vraiment une prise de conscience française seule ne suffira pas, bien sûr, qui doit être mondiale. Aujourd'hui, si on regarde le global cumulé de CO2 dans l'air par les différents pays, la France, vous voyez, à 2%, quand les États-Unis sont encore à 25%, et la Chine est en train de les rattraper très rapidement. D'ici 2030, la Chine sera au même niveau que les États-Unis, donc ça va très vite. Pourtant, la COP 21 de 2015 à Paris avait des objectifs magnifiques, limités à 1,5 degré, voire 2 degrés, l'augmentation de la température mondiale en 2100, soit zéro émission nette à l'horizon 2050. En fait, on va être déjà à plus 1,5 degré en 2040, et je vous ai dit une estimation de 4 à 6 degrés d'ici la fin du siècle, et voire 7 degrés en 2150. Quand il est évident que ton objectif est inatteignable, ne change pas d'objectif, change ta manière de l'atteindre. Donc, je vais vous faire un focus. Donc, nous, on agit sur toutes nos compétences, vous l'aurez compris, hein, que je vous ai présenté, mobilité électrique, maîtrise d'énergie dans les bâtiments. D'ailleurs, voilà, on utilise Advenir pour la mobilité électrique. Hein. Et je vais vous faire un focus sur l'éclairage public pour vous montrer aussi que parfois, les réflexes ou les premières solutions ne sont pas les bonnes. Bon, déjà, l'éclairage public, il ne faut pas oublier que c'est un enjeu de sécurité à la base. Hein, on commence à l'oublier, on entend de plus en plus de gens qui ne voient que le côté négatif, consommation, biodiversité, etc. Et c'est un enjeu qui est effectivement énergétique, mais également financier. 40% des dépenses électriques des collectivités territoriales, c'est l'éclairage public. Donc c'est énorme. C'est un marché colossal. Vous voyez, rien que sur le département du Cher, nous-mêmes, sans avoir la ville de Bourges, ni celle de Vierzon, on gère 63 000 points lumineux. Et il y a des gains d'énergie colossaux à faire. Quand on passe l'éclairage public de l'ancien système sodium au système LED, on gagne facilement 80% de consommation énergétique, voire 100%, puisqu'on commence à développer quelques systèmes photovoltaïques autonomes. Et tout ça, ça s'accompagne de plein de dispositifs techniques, détection, rue et passage piéton. Donc rue, c'est voilà, la rue ne s'allume que quand vous passez avec votre voiture et elle s'éteint tout de suite derrière. Passage piéton qui s'allume que quand le piéton arrive, voilà, hop, tout s'allume, ça clignote. L'abaissement
En cœur de nuit, pourquoi avoir la même puissance d'abaissement quand il n'y a que 2 voitures qui passent tous les quarts d'heure? On peut abaisser très fortement. Une LED qu'on abaisse à 80%, de 80%, ne consomme quasiment plus rien. Et c'est là que je parlais des fausses bonnes idées. On a beaucoup de communes, alors elles n'ont pas le choix, qui ont fait de l'extinction totale. Hop, minuit, 5 heures du matin, j'éteins tout. La première raison, qu'elles ne pouvaient plus payer leur facture quand il y a eu l'explosion des coûts. Voilà. Donc ça, on ne peut pas les blâmer, sauf que c'est une solution très mauvaise. Pourquoi c'est une solution très mauvaise techniquement? Parce qu'une rue qui fonctionne comme ça consomme toujours plus qu'une rue équipée en LED allumée toute la nuit. Premier point, donc il vaut mieux investir. Et deuxièmement, ça marche à court terme. 80% de l'usure d'un éclairage sodium, c'est à l'allumage. Or, quand vous allumez en début de nuit, vous éteignez à minuit, vous rallumez à 5 heures du matin, vous allumez 2 fois au lieu d'allumer une fois. On a une explosion des coûts de maintenance, des pannes, ce qui n'est absolument pas écologique d'ailleurs. Voilà. Donc il y a des dispositifs J'allume ma rue également qui fonctionnent bien. Voilà, dans des quartiers, les habitants ont l'application et ils sortent dehors, ils indiquent qu'ils sortent. Et partout dans la ville où il y a le dispositif, et c'est un dispositif qui commence à être bien étendu, vous pouvez l'avoir, hein, même sur vos téléphones, vous indiquez que vous êtes là, vous baladez dans les rues, et l'éclairage s'allume quand vous arrivez. Il n'y a rien besoin de faire, vous êtes géolocalisé, ça fonctionne. Protection de la biodiversité, ça c'est devenu un élément important aussi, et ça vous l'aurez dans toutes vos activités. De plus en plus, le client et l'usager réclament la protection de la biodiversité. Et donc là, ça se retrouve. Le type d'éclairage, beaucoup moins bleu, mais on va vers l'orangé à nouveau, qui nuit beaucoup moins. Voilà. Nous, on travaille avec une association qui s'appelle Chauffe qui peut. Alors, c'est pas pour les personnes chauves, hein, c'est pour les chauves-souris. Voilà. Et on sait que quand on protège les chauves-souris, on protège 1000 espèces derrière. Ça s'appelle les espèces parapluies, voilà, qui permettent d'identifier les protections. Vous voyez tout type de choses que l'on peut réaliser sur un département rural. Et dans les métropoles, il y a effectivement beaucoup de choses aussi à faire, beaucoup plus facilement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci, M. Lagapierre. Attention à ne pas dépasser le délai. Vous avez chacun 1 minute. Donc, mais en tout cas, merci pour votre intervention. Je vais appeler M. le maire, s'il vous plaît, de Bluetech. Bonjour. Vous avez la télécommande. Alors, bonjour, enchanté, je suis ravi d'être là. Merci de me laisser la parole aujourd'hui. Donc, moi, je suis Thibaut Maire, je suis responsable de prescription pour 3 sociétés exactement, Société Bluetech, Télébrisse Soleil et Souchier. Et je viens vous parler de solutions d'optimisation de performance énergétique et de confort intérieur pour des bâtiments neufs et des bâtiments en rénovation. Alors, un petit focus sur la marque que je représente, donc la marque Genesis, elle est portée par 3 sociétés, la société Bluetech, Télébrisse Soleil et Souchier. Ces 3 sociétés appartiennent au groupe Soprema et elles ont chacune des spécificités très particulières. Bluetech et Souchier vont être plutôt experts sur le désenfumage naturel, solution de désenfumage en toiture et désenfumage en façade. La société de Télébrisse Soleil va proposer des brises-soleil de façade qui vont s'inscrire dans le développement de la RE 20. Excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise. L'ensemble des sociétés sont présentes sur le territoire français. Soprema est d'ailleurs une société française, petite PME que je pense certains connaissent. Et l'idée de Genesis, c'est de proposer des solutions qui vont se mettre en opposition à la climatisation traditionnelle. Est-ce qu'à main levée, vous avez une idée de combien de climatiseurs on a aujourd'hui dans le monde? Plus de 500 millions? Des idées? Plus de 1 milliard? Et bien la réponse derrière. En fait, on a à peu près 1,2 milliard de climatiseurs qui sont recensés dans le monde par l'IAE, et ça, c'est des chiffres qui datent de 2022. C'est dramatique parce que, on le sait, on va tous mourir. Merci beaucoup pour l'introduction. Mais c'est dramatique parce que ça représente à peu près 10% de la consommation énergétique électrique mondiale. Et d'ici à 2050, cette consommation électrique va être multipliée par 3 uniquement à cause des climatiseurs. Concrètement, ah bah tiens, ça veut dire que chaque année,
avec des climatiseurs qui vont se généraliser de plus en plus. On va relarguer dans l'atmosphère à peu près 1,5 milliard de tonnes de CO2. Pour information, 1,5 milliard de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de ce que relargue le Royaume-Uni annuellement. Donc, je ne suis pas le seul à le dire, il y a pas mal de publications qui existent aujourd'hui. Vous retrouvez des publications sur la protection mondiale de l'environnement. Le Monde a publié, le Guardian et même les United Nations qui alertent sur la problématique de la climatisation. Et c'est pourquoi les sociétés Bluetech, Tellier et Sushi ont créé la marque Genatis. L'idée, c'est de proposer donc des solutions qui permettent de faire face à une généralisation de la climatisation en se basant sur l'exploitation de contraintes réglementaires. Fondamentalement, 2 des 3 sociétés qui composent Genatis sont spécialistes dans les enfumages naturels. L'idée, c'est de se servir de ce socle réglementaire qui est obligatoire dès l'instant où vous déposez un permis de construire. Vous devez vous plier à la réglementation française vis-à-vis des enfumages naturels. Donc, on va se servir des équipements de désenfumage naturel pour proposer des solutions d'amélioration du milieu naturel, des solutions d'ombrage qu'on pourra intégrer en toiture et en façade. Mais surtout, ce qu'on va essayer de proposer, c'est des solutions qui vont permettre de ventiler naturellement vos bâtiments et de rafraîchir naturellement vos bâtiments grâce à de l'évaporation. Alors, si je devais vous déployer toutes les solutions Genatis, je pourrais vous parler pendant 1h30. J'ai 10 minutes. Donc, on pourra revenir sur les différentes solutions que l'on propose un peu plus tard, si vous souhaitez en discuter. Grosso modo, on va retrouver des solutions Bluetech en toiture, avec tout ce qui est voûte et internautes, que vous trouvez sur des bâtiments industriels ou sur des bâtiments comme IKEA. Vous retrouverez des solutions de protection solaire en façade, des amenés d'air des enfumages, des stratificateurs, des évaporateurs, etc. Mais concrètement, je vais vous parler d'un retour d'expérience pour une usine qui s'appelle SEGM et qui est située à Trévoux. SEGM, c'est un bâtiment qui a été construit en 2009. Dans ce bâtiment, on y fait de la manufacture de précision. On a donc de fortes contraintes thermiques et de fortes contraintes hygrométriques. Bâtiment de 2009, une boîte en fer, beaucoup d'apports internes liés à l'industrialisation, beaucoup d'apports solaires. En été, il faisait 50 degrés quand il faisait 35 degrés à l'extérieur. Une vraie problématique, arrêt de production lié à des malaises, des non-conformités liées à des dilatations de matériaux. Bref, il fallait trouver une solution technique qui soit adaptée. Alors, le directeur des SEGM aurait pu proposer de mettre une clim, comme on a ici au labo, un beau gros rooftop, quelque chose qui consomme pas mal d'énergie, mais il a une sensibilité écologique, il met d'ailleurs des ruches sur son toit. Donc il a une sensibilité écologique et il souhaitait justement proposer des solutions techniques qui soient plus durables et qui aillent dans le sens du respect de l'environnement pour éviter qu'on ait trop de dégagement de particules de CO2. Je reviens sur ce que disait Régis. Donc on a proposé 3 solutions techniques bien spécifiques. La première, une solution de ventilation naturelle. La deuxième, une solution de rafraîchissement par évaporation, je vais y revenir. Et la troisième, pour piloter l'ensemble, des solutions de pilotage et de supervision qui nous ont permis donc de régler l'installation de manière très fine, mais de pouvoir suivre son évolution. Alors, la ventilation naturelle, c'est très simple. On ouvre des fenêtres, qu'elles soient en façade et en toiture. C'est aussi simple que ça. On crée des effets de cheminée, on bénéficie du free cooling et du night cooling. Je pense que tout le monde ici sait à peu près ce que c'est. Le rafraîchissement par évaporation, qu'on appelle aussi rafraîchissement adiabatique, je vais m'y attarder un petit peu plus. Le principe, il est très simple. C'est le principe d'un torchon mouillé qu'on vient mettre sur un ventilateur, sauf qu'on a un très gros torchon et un très gros ventilateur. Concrètement, on a un réservoir d'eau dans lequel on fait circuler, que l'on fait circuler sur un média d'évaporation, et on a un ventilateur de à peu près 30 mm3 qui va insuffler de l'air dans le bâtiment. L'idée, c'est que quand le ventilateur et la pompe à eau sont en route, l'air qui est insufflé dans le bâtiment est pris à l'extérieur, il passe à travers le média d'évaporation, on évapore de l'eau, donc on cède de l'énergie. Et en cédant de l'énergie, l'air est rafraîchi, donc tempéré, avec une humidité un petit peu plus importante. Le tout piloté avec ce qu'on appelle une box multipack chez nous, mais avec un organe de pilotage, ce qui nous a permis déjà d'avoir un fonctionnement d'installation qui soit parfaitement régulé. La nuit, on utilisait plutôt des solutions de free cooling ou de night cooling. En journée, à peu près aux alentours de 9 heures, on déclenchait l'adiabatique, mais surtout, on coupait le rafraîchissement adiabatique si on atteignait des seuils hauts d'hygrométrie, ce qui nous permet d'avoir une température de 25 degrés
sur l'ensemble du bâtiment. Ici, en fait, vous voyez donc 25, 25, 25, 25 ce sont les 4 adiabatiques. Pour une température extérieure de 37 degrés, de 34,7 degrés, pardon. Donc, on a à peu près 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, et tout ça, je le rappelle, sans climatisation. Le résultat, il est assez simple. On a un confort intérieur qui est garanti durant toute la saison de chauffe. On a une hygrométrie et une température qui sont contrôlées à l'intérieur du bâtiment. On a stoppé les arrêts de production. Et surtout, on a une satisfaction client avec des publications sur LinkedIn et sur le site internet de SEGM. Donc fondamentalement, c'est une solution qui va dans le sens du développement durable, qui ne coûte pas extrêmement cher à l'installation, mais surtout qui, en termes de consommation d'énergie, est extrêmement intéressante. Je m'arrêterai sur cette slide. J'espère que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Une petite minute. Parfait. Ici, vous avez également un labo. Alors, on se trouve aujourd'hui au labo à Orléans. Vous en avez un deuxième à Tours. C'est un labo qui a été construit sur le site de Bluetech, donc, qui se situe à Luynes, exactement, donc juste à côté de Tours. C'est un laboratoire de recherche qui est unique en Europe, qui a été validé par l'ADEME et validé par le CSTB. Certains d'entre vous l'ont déjà visité. Pour ceux qui ne l'ont pas visité, je vous invite à venir. C'est extrêmement intéressant. Et en fait, dans ce labo, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait des études, on y fait des recherches pour pouvoir déjà valider les modèles mathématiques qui existent dans les différents logiciels de prédiction de comportement hypothermique des bâtiments. Je pense à Pléiad-Campy par exemple. On va également tenter d'améliorer notre compréhension des phénomènes en jeu lorsqu'on parle de ventilation naturelle et lorsqu'on parle de rafraîchissement adiabatique, mais également quand on parle de lumière naturelle ou quand on parle d'ombrage. Et enfin, on va développer de nouveaux algorithmes qui vont nous permettre d'aller vers le mieux, vers la meilleure compréhension et vers la meilleure prédiction des comportements hygrothermiques des bâtiments. Ça, encore une fois, c'est en collaboration avec différents éditeurs logiciels. Donc, je le répète et je relance mon invitation. Ce laboratoire se visite. Il est à 1h30 de voiture d'ici. Vous y retrouverez donc le directeur d'études, Jean-Marie Caous, qui sera ravi de vous accueillir, de vous présenter plus spécifiquement toutes les études qui y sont menées et si potentiellement vous avez des sujets que vous souhaitez aborder ou des collaborations que vous souhaitez développer avec lui, eh ben, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je peux terminer juste une parenthèse. Normalement, nous organisons le 21 janvier une visite du laboratoire avec le Pôle 2. Si ça vous intéresse, les coms partiront bientôt et vous inscrire aussi. Merci. Merci, monsieur le maire. J'appelle monsieur Blaise de Nodon. Bonjour à tous. Et je pars dans le mauvais sens. Tout d'abord, merci au pôle S2E2 pour l'organisation de cette journée. Moi, je suis ravi d'être là. Il me manque une slide, c'est pas grave. Donc, Aurélien Blaise, je suis responsable client chez Nodon. Nodon, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que si. C'est un fabricant français de matériel pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On est basé à Saint-Cyr-en-Val, des locaux. Je baisse, j'éteins, je décale. C'est le slogan poussé par le gouvernement après sa volonté de réaliser 40% d'économie d'énergie à horizon 2050. 40% d'économie d'énergie, c'est presque consommer 2 fois moins avant mon départ en retraite. Donc, ça nous laisse assez peu de temps. Enfin, même si je ne suis pas tout à fait sur la retraite, je vous le concède. Ils ont poussé cette campagne de pub. J'ose espérer que vous connaissez tous. Pour économiser, on agit. Je baisse le chauffage, je décale ma machine pour la faire tourner la nuit. J'éteins les appareils en veille. Donc, la première question que je vous pose, c'est qui fait ça dans la salle? Ah, bien. Je suis content parce que, bon, déjà, vous n'êtes pas en majorité, mais la dernière fois que j'ai posé cette question, il y avait une personne qui m'avait répondu. Bon, vous n'êtes toujours pas en majorité, désolé. Et donc, c'est un peu le constat qu'on a fait chez Nodon.
c'est que ça ne fonctionne pas. De pouvoir compter. Alors, pour ceux qui le font, c'est chez vous que vous le faites. Vous le faites aussi au bureau? Non. Ok. Mais c'est un peu ça le constat, c'est que compter sur l'humain, bon, ça fonctionne quand on paye sa facture à la fin du mois. Ça fonctionne beaucoup moins dans un environnement où on ne paye pas la facture à la fin du mois, notamment au bureau, dans le labo, ici, dans des salles de classe, des bâtiments publics, etc. Donc c'est pour ça que nous, on fabrique des produits qui permettent d'automatiser ces actions, ces petits gestes que vous ne faites pas, que vous ne faites presque tous pas au quotidien, de manière donc à automatiser l'extinction d'un radiateur quand on va ouvrir une fenêtre, etc., etc. Et donc, on utilise des technologies sans fil pour que ça soit simple à déployer, mais aussi sans pile. Alors évidemment, ça se prête à des bâtiments neufs, mais ça se prête aussi et surtout à des bâtiments en rénovation à faible coût, puisqu'on est sur des technos sans pile. On a une simplicité de mise en service grâce au sans-fil. On a évidemment beaucoup de flexibilité parce qu'aujourd'hui, je veux mesurer la température dans cette salle, je monte une cloison, je mets un deuxième capteur de température dans la deuxième salle que j'ai créée. On n'a aucune maintenance à faire puisqu'on est sur les technos sans pile. Et donc, on pose le produit et ça marche simplement. Voilà quelques exemples de capteurs qu'on propose et d'interrupteurs. Donc, des capteurs d'ouverture sans fil, sans pile qu'on vient poser sur une fenêtre pour déterminer si elle est ouverte ou si elle est fermée. Des capteurs de température sans pile aussi. Des capteurs à contact sec. Des interrupteurs sans pile. Voilà, on déplace un bureau, on déplace l'interrupteur qui va avec. Ça, c'est des choses qu'on fait. Et donc, comme je le disais, ce qui faut essentiellement, parce qu'on voit beaucoup de solutions de captation, donc de voir où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, c'est bien, mais ça nous fait une belle jambe. Et c'est pour ça que chez Nodon, on propose aussi une large gamme d'actionneurs qui permettent de faire des actions dans le bâtiment. Et donc, comme je le disais, on va capter que la fenêtre est ouverte, on va agir sur le chauffage électrique, le chauffage hydraulique, les ventilations, la climatisation pour la réduire, n'est-ce pas etc., etc. Donc aujourd'hui, nos marchés, ça va être évidemment tout ce qui est plateau de bureau, les réglementations, décrets BACS, décrets tertiaires, c'est des choses qu'on sait mettre en place. Les écoles, quand on est 35 dans une même salle de classe et qu'on ouvre la porte parce qu'il fait la fenêtre, pardon, parce qu'il fait trop chaud et que le radiateur est juste en dessous pour qu'on chauffe l'extérieur, c'est des choses qui sont extrêmement efficaces et simples à mettre en place. L'hôtellerie, évidemment, donc pour tout à l'heure, les personnes qui baissaient le chauffage, etc., je ne sais pas si vous le faites donc à l'hôtel, mais les hôteliers disent que c'est une vraie catastrophe. En fait, les gens, comme ils payent leur chambre d'hôtel, bah, le poste énergétique, c'est quand même très secondaire. Évidemment, on adresse le résidentiel, donc les maisons, les appartements, les commerces. Qui n'a jamais vu un commerce avec la porte grande ouverte et la clim tournée à fond la caisse, me jette la première pierre. mais ça, voilà, c'est des économies qui sont assez faciles à faire et qui sont très efficaces. Et c'est des choses simples à faire aussi. On adresse évidemment l'industrie, la surveillance des machines qui sont, là pour le coup, quand votre télé est en veille et qu'on vous dit de la couper, je peux vous dire qu'une machine industrielle, quand elle est en veille, il faut peut-être réfléchir parfois aussi à la couper. Donc ça, c'est des choses qu'on est en mesure de faire. Et ce type de bâtiment, à l'époque, quand ils étaient conçus, non seulement l'isolation et l'aéro 2020, ils ne connaissaient pas, mais du coup, quand on veut mettre en conformité ce genre de bâtiment, c'est assez difficile de dire on va faire une saignée dans le marbre pour mettre un système de régulation de chauffage. Donc là, encore une fois, les systèmes sans fil, sans pile, c'est des choses qui se prêtent extrêmement bien à cette typologie de bâtiment. Alors, des solutions pour vous. Aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples de projets en cours, on travaille avec beaucoup de bailleurs sociaux
pour la pose d'équivalents de thermostats qui leur permettent de gagner des points en fait sur les DPE. On travaille avec des campings municipaux. Donc, on a le bâtiment, mais pas que, finalement. Mais effectivement, ils font pas mal de gaspillage. Et puis, il y a aussi beaucoup de vols d'énergie. Donc, ils ont des gens qui se branchent sur les bornes de camping municipaux. Donc, là, on vient couper quand l'emplacement n'est pas occupé. On fait évidemment donc, des plateaux de bureau. On pourrait tout à fait équiper le labo, par exemple, si on voulait réduire un petit peu. Et en ce moment, on travaille aussi avec des chaînes de magasins de prêt-à-porter qui commencent par là et qui finissent par Anne. Et pareil, pour faire des économies d'énergie à l'échelle de tous les magasins. Merci à tous. Merci, Monsieur Blais. Merci beaucoup. Pas de questions. Bon, on fera les questions pendant le networking. Sur la joie de vous rencontrer. Monsieur Beer, s'il vous plaît, de Siemens. Bonjour. Là, bonjour. Alors, Siemens, je pense que vous connaissez quand même l'entreprise, j'imagine. À gauche. À gauche, c'est par ici. Donc, moi, je suis Christophe Beer, je suis ingénieur régional des ventes pour Siemens. Je m'occupe de toute la partie automation bâtimentaire, donc tout ce qui est lié au bâtiment. On va voir plus tard que les activités Siemens sont grandes, mais moi, je m'occupe principalement de l'activité bâtimentaire, enfin, automation dans l'enveloppe du bâtiment, avec une clientèle qui est à la fois de collectivités locales, mais également industrielles, sur le Centre-Val de Loire, Pays de Loire-Bretagne. Donc en Centre-Val de Loire, on a beaucoup d'industriels, de la cosmétique, de l'industrie de la pharmacie et de la défense. L'entreprise Siemens, alors, on est 300 000, plus de 300 000 dans le monde, donc voilà, on est une très grosse entreprise, mais qui se décline régionalement aussi. Hein, on a une proximité au niveau local. Donc, la structure dans laquelle je suis, c'est Smart Infrastructure Building, comme je l'ai dit, dans la partie bâtimentaire. Mais également, vous connaissez peut-être Siemens, les croisés Siemens, sur tout ce qui est process industriel, une grande part de marché dans le monde entier. Également mobilité, alors, dans tout ce qui est tram, train, aéroport, système de transport de personnes et de marchandises. Vous avez aussi une activité, alors l'activité Siemens Healthineer est une filiale à 75% de Siemens, a été placée en bourse il y a quelques années. C'est une activité à forte valeur technologique et avec de grosses évolutions technologiques. Donc elle est également en filiale, elle a été filialisée. On a une activité également Siemens Financial Services. Alors, on est aussi une banque. Siemens est une banque, on est une banque très particulière. Elle est liée à ce que je viens de vous dire au départ sur le métier du médical. Le métier du médical, un IRM, c'est 1,5 million d'euros. La durée de vie d'un IRM, c'est 1 à 2 ans. Donc, les clients achètent rarement les IRM, ils les louent. Donc, Siemens a développé en support de toutes ces ventes dans le monde, des structures financières qui travaillent sur les fonds propres de Siemens. Ce n'est pas un clean bank. Real estate, c'est tout ce qui est gestion de bureaux. Hein. On loue nos bureaux et on loue nos bureaux à cette structure et loue des bureaux pour d'autres clients et puis également des activités de service. On a parlé du constat du CO2, on va être très négatif, hein. C'est terrible. Mais bon, on a parlé de réchauffement climatique, on a parlé de la montée du CO2, il y a aussi d'autres enjeux qui vont arriver. Alors ça, c'est des sources de l'ONU, hein. Ce n'est pas des sources de Siemens. On est à 2050. 2050, c'est aujourd'hui à peu près 6 milliards, à peu près d'habitants dans le monde. On sera 9,7 milliards en 2050. La planète n'est pas extensible, donc il va forcément y avoir des problématiques de concentration humaine, très certainement. 68% de cette population va être dans le monde, dans le domaine urbain. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas des zones rurales, mais il va y avoir des concentrations de ces populations sur les zones urbaines, avec des problématiques liées à ces zones urbaines. On va passer de plus en plus de temps dans le bâtiment. 68, car on estime à peu près 90% des gens vont rester dans ces structures d'urbanisme. Et puis, dernier élément, 40% de l'énergie sera consommée par le bâtiment. Donc, gros enjeu au niveau du bâtiment à l'avenir. On va faire un focus sur la France. Sur la France aujourd'hui,
Alors, bien entendu, je vous ai donné une vision mondiale, hein, c'est la vision mondiale de Siemens. Après, ça se décline pays par pays. Nous, pour la France, donc le bilan a été fait au niveau de la France. Ça, c'est à aujourd'hui, 43% de l'énergie française est consommée dans le bâtiment. Un gros enjeu sur la gestion énergétique liée au bâtiment. Et est responsable de 23% des gaz à effet de serre, les fameux CO2, hein, qui nous polluent un peu et qui nous font remonter la température. Donc, toute cette réglementation, ces engagements européens de la COP 21 se sont déclinés, hein, dans les droits de chaque pays. En France, ça s'est décliné également, hein, avec une atteinte. La France espère atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif que c'est tracé. Alors pour mettre en place cet objectif-là, la France s'est appuyée sur plusieurs axes. Un premier axe, c'est réglementaire. Alors, mon métier, il y a quelques années, ça fait 15 ans que je fais de l'automation dans le bâtiment, n'était pas du tout réglementaire par rapport à mes collègues. La sécurité incendie, par exemple. Aujourd'hui, mon métier est devenu réglementaire. Décret BACT, décret tertiaire. On va mettre en place des systèmes, on va obliger les gens, par des moyens, de mettre en place des systèmes qui vont pouvoir réduire significativement les consommations sur le bâtiment existant et mettre en place des solutions innovantes pour avoir des bâtiments neufs qui répondent à ces enjeux. On va sensibiliser. Alors, c'est vrai qu'il a été dit tout à l'heure que ça ne suffit pas forcément de sensibiliser les gens pour faire des économies, mais sensibiliser, c'est aussi un volet. Hein, montrer aux gens ce qu'ils consomment, montrer aux gens leur impact, pour les sensibiliser à avoir des gestes éco-citoyens, avoir des gestes qui sont dans la bonne. Chaque personne a cette petite pierre à mettre dans l'édifice. Et puis également un volet incité. Alors, ce volet incité, on en a parlé. C'est le volet des C2E, par exemple, hein, les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas ce qu'ils seront demain, vu les coups de rabot qui sont un peu de tous les côtés. On ne sait pas trop où va en être le programme. Mais en tout cas, c'est d'aider les personnes qui veulent aller dans cette voie, les entreprises qui veulent aller dans cette voie, à améliorer la performance énergétique des bâtiments via ce système de financement